grâce à ce document donc, qu'on connaissait de loin, mais qui a été sorti de sa bibliothèque d'origine. C'est donc un mémoire que Nathalie Ocar, la nouvelle directrice du Méliès, a rédigé dans le cadre de la formation continue de la FEMIS. Parenthèse, c'est une formation continue payante, hein, donc il n'y a pas de concours. Je dis ça juste pour démentir certains propos de Dominique Vonnet. Nous, on se disait pourquoi ils l'ont choisi elle. Voilà, faut être clair. Hein. Enfin, qu'est-ce qui fait que... Alors, il faut rappeler qu'au moment où elle postule, il y a 150 exploitants français qui ont déjà fait une pétition pour dire on candidatera pas à Montreuil parce qu'il y a déjà une direction. Donc, on n'a pas envie d'y aller. Voilà. Et il y a quand même quelques personnes qui candidatent. Voilà. Dont Nathalie Ocar. Et une fois que vous vous mobilisez, une fois que les cinéastes se mobilisent, Voynet fait une toute petite marche arrière. Elle dit non, mais on s'est trompé, il y a une erreur dans les annonces, tout ça, c'est pas vraiment directrice, c'est directrice technique, administrative et financière. Tout ça pour faire le ménage dans l'équipe avec sa complicité et la nommer directrice une fois que le ménage est fait. Voilà ce qui s'est passé très concrètement. Bon, ce qui est intéressant dans ce mémoire, c'est qu'il y a une espèce d'horizon de ce que pourrait être le Méliès. Et franchement, moi, quand j'écrivais ça encore ce matin, je me disais, mais c'est affolant, en fait. Enfin, voilà la pensée aujourd'hui qui est à la tête du Méliès. Le sous-titre qui pourrait être celui de ce mémoire, ça pourrait être « Pour en finir avec la démocratisation culturelle ». Je vais simplement faire un collage d'extraits. D'abord, assez vite, la nouvelle directrice du Méliès dit qu'elle affirme sa volonté de démocratiser non pas la culture, mais la parole. Voilà. Et moi, cette formule m'a beaucoup interrogé. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on veut plus démocratiser la culture, mais démocratiser la parole? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et du coup, l'enjeu de cette petite dissertation fondée exclusivement sur des citations, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette affirmation. Comment on peut dire aujourd'hui « je suis contre la démocratisation culturelle ». Alors, on pourrait se dire « mais il a tronqué un extrait, tout ça ». Cette formule se retrouve 15 fois. Voilà. Donc j'ai quelques extraits. Elle dit qu'il faut, je cite, « dépasser le terme de démocratisation culturelle cher aux municipalités de gauche », page 59, et condamner l'échec fataliste de la démocratisation culturelle. Ensuite, qu'il faut aller au-delà de la démocratisation culturelle prônée dans les années 60. Alors là, il y a plein de trucs de charabia pur, mais qui prônait l'accès des grandes œuvres culturelles pour le plus grand nombre. Voilà. Donc il faut en finir avec cette conception-là, d'essayer d'amener ce qui nous semble être les meilleurs films vers le plus grand nombre de spectateurs. Comment on peut écrire ça aujourd'hui? Comment cette personne peut être choisie par Dominique Vonnet pour diriger l'un des plus grands cinémas publics art et essai d'Europe? Moi, il faut m'expliquer. C'est le fil rouge de ces lectures. Quand on dans le mémoire, elle explique un petit peu. Elle dit par exemple, ne cherchons plus à inculquer la bonne culture. Au moins c'est clair. Et alors quand on cherche un peu, est-ce qu'il y a, je sais pas, un arrière-plan, des racines, voire un maître à penser, on pense tous évidemment qu'elle a dû lire Jacques Rancière. Non. Alors que c'est vraiment le grand penseur de cette remise en cause d'une hiérarchie des savoirs. Il n'est pas cité une seule fois. Notamment le maître et l'ignorant qui serait l'œuvre majeure pour créer un rapport dialectique avec cette réflexion. Non, son maître à penser, c'est sa supérieure hiérarchique administrative à la mairie de Champigny, qui s'appelle... non, c'est horrible. Danielle Bellini, voilà. Grande philosophe et directrice des affaires culturelles de Champigny, qui dit par exemple, donc là, pour expliquer définitivement pourquoi il faut en finir avec la démocratisation culturelle, derrière le projet de démocratisation, qui est donc devenu péjoratif, il y a bien l'idée que les gens sont des ignorants et qu'il faut que nous les rendions savants, mais ce système, je le considère personnellement comme abrutissant et hyper élitiste. Voilà, le mot est lâché. Ça nous rappelle des déclarations d'une certaine maire d'une ville proche qui qualifiait le Méliès de cinéma élitiste et pour les bobos dans les colonnes du Monde. Du coup, évidemment, on se dit, bon alors, à quel public doit s'adresser le cinéma? Puisque c'est pas l'élite, tout ça, c'est pas le savoir, c'est pas la culture. Et donc, Nathalie Ocar a cet enchaînement qui, moi, me fait rire depuis 48 heures. Donc, c'est page 61-62. Pardon, je peux pas m'empêcher. L'autre axe d'importance, je cite, sur lequel s'attarde la politique culturelle, va de pair avec la volonté de s'adresser prioritairement au non-public. Alors ça, c'est déjà en soi génial. Voilà, donc on voit bien ce vers quoi va être tourné. En ce moment, il y a beaucoup de non-public au Méliès, d'ailleurs. Peut-être que les 40 000 entrées manquantes sont là. Voilà. Ils ont vraiment développé le non-public. Mais il y a encore mieux. Donc, dans la page suivante, puisque la priorité est fixée de s'adresser au non-public,
Une étude sociologique menée en 1999 par l'agence Tertius 109 montre qu'à Champigny, il n'existe finalement pas de non public. Donc la finalité, l'axe principal de la politique culturelle, c'est de s'adresser au non public qui n'existe pas. Voilà, comme ça, l'enjeu est très très clair. Enfin, voilà, une fois qu'on pose que c'est vraiment ça l'enjeu, on se dit, ok, il n'y a plus qu'à ne rien faire. Et c'est précisément l'impression que donne ce mémoire sur les pratiques anciennes de notre nouvelle directrice. Voilà. Et là, elle décrit son travail. Et c'est fascinant. Là encore, on se dit, mais comment a-t-elle pu être choisie? Il y a la réponse après, hein, vous inquiétez pas. Elle explique qu'elle travaille depuis 9 ans dans cette salle et que finalement, progressivement, elle ne travaillait plus dans la salle, mais aux affaires culturelles, à la direction des affaires culturelles. Elle s'occupait, attention, accrochez-vous, hein, d'une séance art et essai public par semaine. Bon, pour le non-public, donc. Hein, c'est... Et cette séance avait été baptisée, et c'est évidemment pas du tout un hasard, le club du spectateur expert. C'est pas des blagues, hein, on dirait de la science-fiction, mais... Non, c'est vraiment vrai, quoi. Et évidemment, ce qu'il y a derrière, c'est la remise en cause de la démocratisation culturelle et de l'idée même d'expertise. Ce qui ça résonne très fortement avec la démagogie municipale. Ensuite, il y a tout un passage où elle va développer, à l'égal du travail de la Cinémathèque et de grandes institutions, le travail de la séance unique art et essai de Champigny. C'est pareil, quoi. Enfin, vous voyez. Et donc, il y a un incroyable plaidoyer pro-domo pour dire que c'est magnifique, formidable, que ça atteint tous les objectifs de la ville, machin. Et puis, page 67, il y a les chiffres de la fréquentation. Et là, elle n'aurait pas dû. Non, mais vraiment, c'est... Alors, je cite, la fréquentation des films recommandés art et essai est en moyenne 19 spectateurs par séance. Non, mais... Pour ce qui est de la séance j'arrive pas à retenir, du club du spectateur expert, nous avons atteint, s'extasie-t-elle, jusqu'à 66 spectateurs pour les rêves dansants sur Pinaboche, et la Piel qui habite d'Almodovar, et 96 pour Police. Là, on a envie d'applaudir, quoi. Enfin, je veux dire, là, nous aussi, on est frappés par l'extase, tout ça, voilà. On n'a pas eu le temps de rechercher les entrées sur ces mêmes films au Méliès. Ça se compte simplement avec des 0,2, 0 de plus en moyenne, quand c'est pas 3. Enfin, non, mais c'est dément de nommer à la tête du Méliès quelqu'un qui se vante d'avoir fait 96 entrées sur Police, qui en a fait 3800 à Montreuil. Voilà. Et en fait, l'ensemble de la liste est à cet unisson. Le nom des gens de Michel Leclerc, 40 entrées. Another Year de Mike Lee, 27. Au-delà de Clint Eastwood, 27. Pareil. Black Swan, deuxième plus grosse entrée de cette année-là au Méliès, 50 entrées. Poétrie de Lee Chang-dong, 24. Mélancolia, troisième meilleure entrée de l'année au Méliès, 53. Les Contes de l'âge d'or de Moonju, 24. Pourquoi tu pleures, maintenant on sait, 11. 11 entrées. Voilà, donc là on se dit, bon, donc c'est pas la réussite quantitative et économique, budgétaire qui a fait arriver Nathalie Ocar au Méliès. Voilà. Bon, c'est des entrées payantes. Ah oui, oui. Peut-être que c'est quasiment ça, et on ne sait pas quel est le nombre d'exos. Ouais. Il faudrait. Je suis pas allé vérifier dans quelle salle c'était programmé, parce qu'il y a quand même 5 salles dans ce complexe. Mais du coup, ce qui est fascinant dans ce texte, c'est qu'elle raconte l'histoire de ce lieu. Et ça nous informe de ce que pourrait être l'histoire d'une autre. Et c'est là où on a très peur. Voilà. Donc comme je mettais cette semaine sur Facebook, les entrées actuelles du Méliès commencent à ressembler à celles du Studio 66 à Champigny. Il y a une espèce de modélisation, quoi. Ce qui est dément, c'est qu'elle a quand même été nommée avec comme vocation de trouver des nouveaux publics. Aujourd'hui, elle a perdu les cinéphiles et évidemment pas conquis le moindre public supplémentaire dans un contexte de crise. Donc il y a une espèce de double faute, pour adopter une métaphore tennistique de rigueur. Donc comment expliquer le choix de cette directrice compte tenu de l'incroyable faiblesse de ses chiffres et de son expérience extraordinairement réduite? C'est logique. C'est logique, oui, c'est sans doute logique. Alors, pour raconter simplement, il y a un passage donc, dans le mémoire où Nathalie Ocar fait l'éloge de la ville de Champigny
de la privatisation dont a fait l'objet la salle et de l'effondrement qualitatif du cinéma. On peut lui souhaiter. Alors ça, je voulais vous le lire en intégralité parce que ça vous raconte ce qu'elle a traversé et ce qu'elle a couvert. Et sans doute est-ce dans cette formule-là, ce qu'elle a couvert, la raison pour laquelle elle arrive à Montreuil. Je cite, « Depuis 2003, la ville de Champigny s'est fortement impliquée dans la sauvegarde du cinéma du centre-ville. » On est en 2011, hein. Elle écrit « fortement impliquée dans la sauvegarde ». Comment l'a-t-elle sauvegardée? En 2003, la société Pathé, alors gérante du complexe, a alerté la ville sur sa volonté de revendre le bâtiment et de mettre fin à l'activité du cinéma. La municipalité, soucieuse de préserver l'existence de ce cinéma de centre-ville, s'est d'abord impliquée dans le rachat des murs, puis a acquis le fonds de commerce en novembre 2006. À la suite de déboires diverses, pour maintenir l'activité cinématographique dans un centre-ville déjà mis à mal par le manque de commerce et régler ce problème financier de plus en plus préoccupant, la municipalité de Champigny-sur-Marne a pris la décision de revendre le fonds de commerce du Studio 66 à un exploitant ayant suffisamment de motivation et de moyens financiers. Ça s'appelle la privatisation. Le fonds de commerce a donc été vendu, c'est la suite du mémoire, en septembre 2009 à la société Nouvelle Studio 66, appartenant à la famille Lemoine, pour transformer la salle en Mégarama. Nathalie Ocard a accompagné de la direction des affaires culturelles la privatisation d'un des plus mauvais cinémas de banlieue parisienne. C'est ça la vérité sur le choix de Dominique Voynet. Qu'est-ce qu'elle en dit elle-même sur la dimension qualitative? Elle parle d'un cinéma privé subventionné et elle se félicite de ce choix de la municipalité. Mais elle dit quand même, la ville octroie désormais une subvention annuelle de 150 000 € à l'exploitant privé et la mise à disposition de l'équivalent d'un temps plein et demi pour organiser la gestion et l'animation. Une séance par semaine publique. Voilà donc le modèle tout trouvé et la raison de l'engagement sans doute de Nathalie Ocard par Dominique Voynet. Cependant, elle voit une limite, Nathalie Ocard, à ce qu'elle présentait avant comme un bienfait ou un sauvetage. Et là aussi, elle développe l'analyse de la nouvelle programmation du cinéma privé de Champigny. Fascinant. Une des clauses de la... Je cite, hein, c'est toujours son mémoire. Une des clauses de la convention est le maintien du classement ARSC de l'établissement. Embêtant. Ce qui n'est pas forcément compatible avec les exigences de rentabilité du gérant du Studio 66. La programmation proposée aux spectateurs par le programmateur des 50 salles françaises Mégarama est donc variable et, je cite toujours, sans ligne éditoriale clairement définie. Elle oscille entre la programmation intense de blockbusters pendant les vacances scolaires, notamment avec alors la totale disparition des films recommandés à réessai, et l'accumulation de films plus exigeants dès lors que la menace de ne pas obtenir de pourcentage de films recommandés pour obtenir le classement se fait plus pressante. Voilà, c'est ça qu'elle a accompagné pendant 2 ans et demi à Champigny. C'est elle qu'on a choisie pour diriger le Méliès. Vous n'en avez même pas le compte du scandale culturel que c'est. Voilà donc contre quoi nous luttons, contre ce type de projet-là. C'est l'histoire exemplaire de la nouvelle direction du Nouveau Méliès, choisie personnellement en entretien privé par Dominique Voynet. Elle présente du coup comme un garde-fou la séance unique à réessai qu'elle anime, et là aussi ce qu'elle en dit est fascinant. D'abord, elle explique le but de cette séance, et là, accrochez-vous, parce qu'on a une espèce de, je sais pas, de hiérarchie des termes, tout ça, enfin de science du langage qui fait qu'il y a des choses qu'on dit ou pas. Voilà. Le but de cette séance à réessai hebdomadaire, c'est, je cite, « faire passer une bonne soirée de simples consommateurs de films ». Nathalie Ocard, nouvelle directrice du Méliès de Montreuil. Faire passer une bonne soirée de simples consommateurs de films. Et là, il y a un truc qui, moi, m'outre absolument, et je pense que les cinéastes qui sont dans la salle vont être tout aussi outrés que moi. Elle explique comment fonctionne ou doit fonctionner la programmation. Et là, on tombe de très haut, quand on sait comment ça fonctionnait avant, dans un rapport collectif, dialectique, dialogique. Elle explique ceci. Lors de la mise en place de cette séance hebdomadaire, qui a été rebaptisée après Mon Jeudi Cinéma. Oui, c'est pas mieux. Oui. Le club du spectateur expert devient Mon Jeudi Cinéma. Je comprends pas que les journaux n'en aient pas parlé, c'était quand même important. Donc, les spectateurs des premiers films proposés en ont trouvé les films, je cite, trop tristes, trop pesants sur le plan psychologique, et ont réclamé des films plus légers.
Attention, conclusion de Nathalie Hocquart, nouvelle directrice du Méliès. La programmation a été adaptée à leurs demandes. Ouais. Les films proposés ont été moins glauques. Non, mais c'est horrible. Page 69. Voilà celle qui préside aujourd'hui à la programmation artistique, à la direction du cinéma de Montreuil. À la destruction. À la destruction, dit une membre anonyme de l'équipe du cinéma de Montreuil. Non mais c'est quand même affligeant, affligeant. Donc allons-nous laisser Dominique Voynet supprimer les films tristes, supposés lourds, psychologiquement difficiles de l'arrêt-essai ? Est-ce vraiment cela le projet pour le plus grand cinéma arrêt-essai public de France ? Clairement, pour nous, ça n'est pas notre projet. Voilà. Et moi je pense qu'on a évidemment dans ce type de conneries de quoi renourrir l'énergie de notre mobilisation jusqu'en mars 2014 au moins. Allez, je termine parce qu'il reste 2-3 choses formidables dans ce mémoire. Je vous en recommande la lecture. Je pense que je vais œuvrer pour qu'il soit publié. Parce que... Donc je reviens sur la formule initiale de... il faut démocratiser la parole et non pas la culture. Là. En fait, ça refonde totalement le rapport entre le spectateur et l'équipe de la salle. Et elle explique donc, il n'y a pas l'animateur culturel chargé du débat qui détient le savoir, mais n'importe quel amateur de cinéma désireux de prendre en charge la présentation d'une séance. Donc de même qu'il faut en finir avec la démocratisation culturelle, il faut en finir avec la mise en scène de la diffusion d'un savoir qui, malgré tout, a priori existe quand même un peu, un truc qui s'appelle une compétence. Ce qui est absolument génial, c'est que par ailleurs, elle cite comme meilleur exemple de salle qui prend en compte l'avis des spectateurs et essaye de monter des projets qui les font monter en responsabilité, le Méliès de Montreuil. Non, mais c'est génial, c'est d'un cynisme absolument incroyable. Voilà, et donc elle explique ensuite que son rôle pendant la séance hebdomadaire où elle travaille, là, elle dit... il ne s'agit pas d'imposer un savoir, des connaissances, des trucs insupportables, quoi. Sur l'analyse de films, vous voyez, le truc lourd, quoi. Enfin, mais de ne se poser qu'en médiateur ou passeur de parole. Moi, j'appelle ça un passeur de micro. Voilà. Non, mais c'est un vrai projet, quoi. Et j'imagine à quel point le fait de prendre la place d'un universitaire est source de jouissance. Voyez, parce que là, du coup, l'expert est remis à sa place, quoi, voyez, et qu'on puisse enfin dire aux gens, prenez la parole, faites comme si c'était chez vous, tout ça. Et ce qui est génial, c'est qu'elle explique quand même que, du coup, elle a voulu emmener des spectateurs en séance, projection presse, pour qu'ils fassent eux-mêmes la programmation et l'animation, et ils sont pas venus. Voilà, et donc ce mémoire se termine par l'éloge du Méliès, qui avait l'air de l'intéresser beaucoup. Et il y a 2-3 choses vraiment drôles. Il y a des trucs où elle n'a rien compris, tout ça, sur l'histoire, mais il y a par exemple mention de Rancard au Méliès. Et je vais vous annoncer comment et pourquoi Rancard au Méliès s'est créé. Et là aussi, il faut s'accrocher au banc. Parce que quand on pense à la situation aujourd'hui, citation, « Il s'agissait de défendre les enjeux d'un cinéma indépendant contre la menace d'une emprise un peu trop forte de la municipalité gérée par le maire. » Pardon, j'ai arrêté la phrase. Le maire communiste de l'époque, Jean-Pierre Brard. Et ensuite, ça finit quand même par un éloge de la direction. Ah non, j'adore. Ça s'appelle la politique du coucou, vous voyez. Et vous attendez qu'il finisse le nid, puis après vous vous y logez. Cela n'a pas été utile. Le cinéma, avec à sa tête Stéphane Goudet, a toujours conservé non seulement l'indépendance de sa programmation, mais également développé une telle quantité d'animation qu'il fait aujourd'hui figure d'exemple dans le domaine... Non, c'est dommage, d'exemple dans le domaine de l'exploitation municipale. Merci Nathalie Hocquart. Ah ouais. Et attention, elle pointe quand même un problème. Et on tient à remercier chaleureusement Nathalie Hocquart et Dominique Voynet d'avoir réglé ce problème. Ce sera la dernière citation, c'est page 87. Le Méliès se retrouve peut-être finalement
victime de la qualité de la programmation et des interventions de son directeur. Merci de votre attention. Merci Stéphane de nous avoir fait passer un agréable moment alors qu'on voyait un avenir sombre au cinéma indépendant, voilà. Et toi, tu nous as enfin amené une touche de bonne humeur. C'est pas que glauque la vie à Montreuil, il y a aussi des bons moments. Et si c'était pas si triste, on pourrait en rire, mais on a presque envie d'en pleurer, quoi.